Mesdames, Messieurs, vous m'entendez? Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être ici après cette merveilleux ballet, voire sublime dans certains moments. Et je vous remercie de votre présence. Et le ballet a vraiment démontré un peu l'utilisation des espaces par rapport à la sculpture, aux installations. Et on va continuer sur ce thème en rencontrant un artiste, David Ebaloula, un artiste français né en 1978. Et il a commencé dès l'adolescence avec une pratique musicale professionnelle qui puis a eu une évolution dans un langage expérimental électronique. Et bon, l'artiste ne parle pas une langue vraiment qui est la nôtre. Et Joséphine va nous traduire les réponses de David et va être notre fil rouge entre notre discussion et les mots et vous. Mais moi-même, je ne comprends pas ce que David va répondre, donc on va aussi s'accrocher à la présence et à la connaissance de la langue de Joséphine a. Donc bonjour David. Merci Francesco. Et donc on va parler de thèmes de création de l'espace et d'occupation d'espace, d'expansion. Qu'est-ce que, par exemple, quand tu vois une grande sculpture ou une grande installation d'un artiste, est-ce que cette installation occupe un espace ou on en crée un? Et on a aussi là, dans cette merveilleuse exposition, des exemples de Franz West, Pennone, Dan Kohlen, Robert Thieren. C'est un très bon exemple de création dans un espace, mais d'occupation en même temps. Mais cette distinction ne concerne pas seulement le médium. Ce n'est pas seulement une distinction entre la sculpture et l'installation, mais il y a aussi une création d'un espace invisible ou d'un espace qui est lié à l'architecture même ou au corps, l'intérieur d'un corps. Donc on va parler de ça avec David et on a sélectionné un certain nombre d'œuvres récentes et moins récentes de David et on va en discuter ensemble. Et je pense qu'on pourrait commencer avec une récente performance de David présentée au Palais de Tokyo cette année, qui s'appelle « Des choses en moins et des choses en plus ». Et c'est là, on a quelques visuels, par exemple. C'est une œuvre où les lieux sont entendus comme des vêtements à porter et les vêtements même sont entendus comme des lieux. Est-ce que tu pourrais, David, nous expliquer un peu dans les détails l'idée de cette œuvre et comment elle s'est développée dans l'espace? Oui, alors c'est une œuvre qui a eu lieu effectivement au Palais de Tokyo, pour laquelle j'ai fait appel à 2 danseurs professionnels qui ont donc interagi avec ces vêtements. Voilà, alors en fait, ils allaient d'un espace à l'autre en enfilant les vêtements avec une sorte de chorégraphie, puis ils les retiraient. Voilà. Par exemple, voilà. Là, on a une étape 1, 2. Oui, tout à fait. Ça, c'est donc un des danseurs qui est en train d'enfiler le vêtement qui se trouve sur le mur et qui est, vous le voyez, en adéquation avec la couleur du mur aussi. Donc une fusion de l'homme dans l'espace. Tout à fait, oui. C'était un certain nombre de danseurs donc, qui ont habité l'espace et conçu les vêtements, comme on disait, comme des espaces même. Et, donc les espaces sont... Parfois les micros ne fonctionnent pas toujours.
Oui, voilà, donc effectivement, c'est un jeu entre le corps et l'espace. Les danseurs habitent cet espace en interaction réellement entre voilà, les vêtements et le palais de Tokyo. Et donc, dans cette œuvre, il y a vraiment une interaction entre le lieu même et les danseurs. Et cette performance aussi se plaçait au milieu du public. Mais parfois le temps, l'espace représenté n'est pas forcément un espace physique. Il peut être un espace qui n'est pas forcément perçu à l'œil nu. Et un bon exemple de ceci est cette œuvre de 2008 qui s'appelle Atomic Clock Peninsula. Et comme vous savez, le Atomic Clock est c'est un temps universel de fréquence qui est développé à travers des fréquences radio. Et cette œuvre, en fait, c'est un brouilleur de fréquences. Dans la proximité de cette œuvre, on est comme protégé de ce temps. Et donc le temps universel que tout le monde, qui en fait est une convention, mais qu'on a décidé de diviser entre tous et qu'on partage. À côté de cette œuvre, et on rentre dans un espace invisible et on est protégé, ou on est en dehors de cet espace du temps. Et c'est comme un nuage, disons, un nuage qui crée un espace parallèle et qui suit un autre temps. Une autre œuvre plus récente, en fait, qui sera présentée à Paris l'année prochaine. Et c'est une série de sculptures qui utilisent directement Internet, qui utilisent le langage numérique et qui s'intitule Coloring Wi-Fi Network. Et c'est une série d'antennes avec plusieurs formes arbitraires. Et est-ce que ces sculptures, on peut le concevoir comme des machines ou c'est simplement des dessins aléatoires dans l'espace? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux dimensions effectivement dans ces sculptures. Il y a à la fois la sculpture physique, sont ces formes géométriques que vous voyez à l'écran, et la dimension Wi-Fi dont vous parliez, puisqu'elles émettent des ondes. Voilà, elles émettent des ondes qui génèrent, si vous voulez, un champ coloré qui fait que quand on s'approche, vous recevez un message sur votre téléphone qui indique donc la présence de cette couleur dans l'espace. Donc, il y a le thème de l'idée entre deux matérialités, entre deux espaces. Parfois, c'est entre deux tableaux. Et donc, encore là, on rentre dans un espace invisible, qui n'est pas perceptible à l'œil nu et qui est en fait très imaginaire mais physique en même temps, qui a une dimension physique et donc en s'approchant, comme tu nous expliquais, il y a une formation de couleurs sur n'importe quel appareil qui est lié et qui dialogue avec ces fréquences Wi-Fi. Une autre œuvre qu'on a pensé ensemble de vous présenter, comme vous voyez, c'est des œuvres qui présentent des formes très différentes, qui fonctionnent différemment, mais en fait elles répondent à une même logique. Et c'est toujours la disparition des choses et le rapport avec le temps. Cette œuvre qui est juste un verre avec un liquide, ça s'intitule Evaporating Colors. C'est une œuvre de 2014, toute récente de cette année. Et elle présente une accélération d'un temps. Donc un liquide rouge
vient évaporer dans l'espace après un certain nombre de temps en fonction des conditions climatiques, de la présence des gens. Donc c'est très aléatoire. Et donc c'est soit la matière et la couleur disparaissent en même temps. Donc ça rentre encore dans le domaine d'œuvres éphémères qui utilisent le temps, mais en même temps qui répondent à un espace intérieur. Cette œuvre, elle a encore, on peut voir deux espaces. C'est l'espace déjà qui l'habite, et puis l'espace du verre même qui contient ce liquide qui est dans un laps de temps, il va disparaître. Et souvent, l'aspect éphémère et absurde se rapproche. Et le corps est aussi vu comme un espace intérieur ou comme quelque chose qui rentre comme un doublage, disons. Et The Bored Works, une grande installation de 2012, peut être un bon exemple qui pourrait être lié avec Evaporating Colors. Oui, tout à fait. On voit quelques images à l'écran de cette installation de Buried Works qui a eu lieu en 2012. C'est une installation dans laquelle donc un faux plancher a été créé avec de la terre, dans laquelle ont été enterrées des toiles vierges qui se sont transformées au contact de cette terre et de tous les habitants de cette matière. Si on voit le plan. Donc, si je vois bien, les peintures étaient enterrées et on avait encore une doublure d'espace, mais l'évolution de cette installation, on a ici un plan de la galerie avec ces planches, comme on a vu, qui étaient ouvertes et fermées en l'occurrence. Et après un certain nombre de jours, ici c'est un autre exemple de Buried Work. Ici par exemple c'est le résultat. Vous avez peut-être reconnu une œuvre qui a été présentée à la galerie Gagosian cette année, dans l'autre espace. Et ça c'est ici le résultat du Buried Work. Mais l'œuvre même, elle a eu une évolution dans le temps et un rapport avec le corps même, l'intérieur du corps. Puisque une sorte d'allégorie du corps et comme intérioriser par exemple du boisson ou comme pour intérioriser de la nourriture, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Vous voyez, il y a toujours plusieurs dimensions dans le travail de David. Ici, il avait donc organisé un dîner en lien avec cette exposition pour lequel les plats étaient en fait composés d'éléments liés au végétal. Puisque donc, voilà, vous voyez l'entrée qui était composée de terre, les plats suivants de racines. Donc en suivant l'évolution verticale. Exactement. D'accord. Voilà, il y a une verticalité qui part de la terre pour aller aux fleurs, en fait, en passant par les racines, les branches, les feuilles. Voilà. Et à l'occurrence, David, tu as travaillé avec un producteur de vin qui s'appelle Olivier Cousin.
c'est producteur. Et le vin a été offert aux gens? Voilà, c'est ça. En fait, donc on a créé ce vin spécialement en lien avec cette exposition des Buried Works. Et d'ailleurs, nous allons vous proposer de le déguster vous-même si vous le souhaitez. Puisque lors de l'exposition, effectivement, il avait été servi comme boisson. Donc ça fait partie du projet des Buried Works. D'accord. Alors, David, merci d'avoir emmené un certain nombre de bouteilles. On pourra faire un testing de ce que est ce vin. Et il a maintenant 2 ans, donc peut-être il a changé de goût, donc on va bien pouvoir essayer ce vin, n'est-ce pas? Oui, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puisse le goûter et nous allons voir ce que cela donne. D'accord. Et on va pouvoir donc goûter ce vin qui va arriver là dans 2 minutes et qui en fait représente bien sûr pas juste un produit, mais c'est un vin biodynamique, donc qui a été produit sans aucun apport mécanique ni électronique, ce qui est assez intéressant dans l'œuvre de David. Le rapport entre... souvent, on va analyser dans d'autres, après la dégustation de vin, dans d'autres œuvres qui ont vraiment une dimension numérique et qui sont vraiment, se bougent à l'intérieur de cet espace invisible. Mais à l'occurrence, ce vin répond à d'autres lois, à d'autres... disons, la dégustation de ce vin est plutôt liée au thème du corps comme un autre espace qu'on porte et qui pourrait être un dédoublement par rapport à l'espace qu'on a tendance à condiviser. Et donc on peut bien goûter tous ensemble. Allons-y, messieurs, dames, la dégustation est prête. Ou presque. Enchaîner cette expérience de trajectoire d'un liquide à travers le corps avec une œuvre qui s'intitule Niagara Falls Cranberry Leaves. Et aussi, c'est une œuvre qui suit un procédé assez complexe. Elle a été présentée en 2011 à New York. Et elle évoque aussi le thème de traduction d'un langage. Je pense que tout a commencé en une visite au Niagara Falls. Oui, exactement. Et donc, il y a une distillation et production de cette eau en quoi, en fait Alors, c'est un procédé de distillation, effectivement, qui la rend potable et qui la rend aussi assez diurétique. Voilà. Et l'œuvre même, donc, ce passage, comme ces images, ces 2 premières images, c'est la première étape d'une œuvre qui est encore à nouveau, elle se déroule dans le temps et donc porte encore un aspect éphémère, mais puis qui aboutit à une œuvre même. Dans ce cas, je pense une œuvre musicale. Oui, exactement. Vous avez vu la première étape, donc, qui est la collecte de l'eau, puis la distillation. Et ensuite, il y a donc cette 3e étape dont vous parliez, qui a effectivement une dimension musicale.
Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu dans les détails comment est-ce que les scores musicaux se sont développés et comment est-ce que la relation entre les musiciens et les événements qui étaient autour de ces musiciens même s'est composée? Oui, donc il y a tout un travail qui met en jeu des musiciens et qui s'appuie sur une partition faite à partir du trajet du liquide dans le corps humain. Vous voyez, on retrouve cette dimension effectivement de l'usage de l'espace à l'intérieur du corps humain. D'accord. Ce qui revient aussi à la pratique musicale qui t'a caractérisé, qui te suit depuis l'adolescence. Tu étais dans un groupe musical, c'était une pratique professionnelle en fait. Oui, tout à fait. J'ai pratiqué la musique moi-même et je souhaite encore l'intégrer dans mes travaux plastiques. Et le rapport entre musique et forme, est-ce que la forme peut être un traducteur d'un rythme musical? Est-ce que la forme donc devient est arbitraire ou peut répondre, disons, dans ce cas? On a des exemples, surtout depuis les années 60, d'artistes visuels qui ont développé ce rapport. Mais est-ce que y a un rapport d'effet et cause dans la musique que tu développes? Dans ce travail-ci, sans aucun doute, oui, il y a un lien entre la musique et la forme, puisque donc la musique est réellement calquée sur les différents trajets de la boisson à l'intérieur du corps. Mais de façon plus générale, bien sûr, je crois qu'il y a un lien intéressant à faire entre le son et la forme. Ce qui me porte un peu à penser à un projet continu que tu as commencé à développer quand tu étais tout jeune, qui s'appelle l'Appareil. C'est comme une plateforme et c'est une plateforme qui regroupe un peu toutes les différentes collaborations que tu as eues avec dans différentes disciplines de musiciens, de médecins en l'occurrence, des hommes de différentes sciences. Est-ce que ce rapport entre la forme plastique et les différentes disciplines est toujours présent, même quand une œuvre n'a pas nécessairement dévoile cette collaboration? Est-ce qu'il est toujours présent? Oui, tout à fait. Dans mon travail, je tiens à avoir cette sorte d'interdisciplinarité, à mêler plusieurs médiums et à faire intervenir aussi des gens qui maîtrisent ces médiums, des danseurs par exemple. Donc l'Appareil, projet continu, et je voudrais vous porter quelques exemples, par exemple de cette pratique qui est en rapport avec le numérique, mais qui reste dans le domaine numérique. Par exemple, si on visite le site de Davide, si on visite ton site, chaque jour, on ne risque pas d'oublier quel sera le lendemain. Donc, Tomorrow is Sunday, par exemple. Et est-ce que aussi les couleurs changent de jour en jour ou c'est juste une question de temps?
tout à fait. Les couleurs changent. Ça fait partie du projet. Un autre exemple, c'est un site internet comme on sait depuis le développement des blogs, chaque visiteur tend à ajouter des informations. Or, ce site de Davide, ton site, tu as pensé à un site où chaque nouvelle visite aurait effacé quelque chose, effacé des données. Et donc les premiers visiteurs du site trouvaient cette image qui est puis s'est dissolue en une image beaucoup moins détaillée et jusqu'au total black, au total néant. Dans quel espace temporel ce site, déjà je le trouve très intéressant, cet effacement de données par rapport je pense que tu portais aussi un bon exemple très, très pratique, une sorte de métaphore de cette œuvre, n'est-ce pas? Oui, c'est une œuvre que je trouve extrêmement intéressante puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui. Il y a vraiment eu un impact de l'action des visiteurs qui ont donc simplement visité ce site internet. Et voilà, ça traite aussi de cette thématique de la disparition. Donc un effacement d'informations au fur et à mesure que les visiteurs vont sur ton site. Donc au lieu d'ajouter, c'est une trace de passage. Tu la décrivais un peu comme si une exposition était centrée sur un seul flyer, et ce flyer, cette invitation bougeait de main en main jusqu'à la 100e ou la 500e main, et en fait l'invitation devient vieillie en fait, et donc perd de lucidité et perd de nitidesse. Et ça c'est un peu un exemple, ce que je vous apporte pour un peu décrire ce système. Et encore, c'est donc une œuvre numérique, mais qui reste dans le domaine numérique. Et ça, peut-être, on ne va pas la définir comme du web art, qui est peut-être autre chose, mais ça rentre encore dans cette intéressante relation entre l'œuvre et l'espace. Donc, encore dans cette occasion, un espace qui nous entoure, mais qu'on ne voit pas nécessairement. En parlant d'espace métaphorique, je voudrais bien voir ensemble la dernière exposition que tu as présentée. C'était à Bruxelles, à la galerie Rodolphe Janssen. L'exposition s'appelait Amber Harbor. Est-ce que elle était composée de 3 œuvres et la totalité de l'exposition même présentait un nouvel espace. Est-ce que tu pourrais mieux nous décrire dans les détails les œuvres qui composent cette œuvre complète? Oui, c'était une œuvre en 3 parties, comme vous le disiez. Donc les burn paintings, donc sur les 2 murs, une installation liée à la température dans le fond, et le vert dont vous aviez parlé tout à l'heure, le evaporating colors. Oui, cette installation de chambre qui produisait chaleur était au bout de ces 2 lignes de burn painting, et la chambre changeait de température au fur et à mesure en fonction de la présence de visiteurs, et donc tu as pensé, le tout reprend l'idée d'une cigarette. On peut voir sur la gauche, en correspondance du filtre, le bureau de la galerie.
Dans le centre, c'est la cigarette même qui brûle, c'est le burn painting. Et finalement, la salle qui produit énergie thermique, et c'est le moment où la cigarette brûle et se consomme. C'est plutôt... Ça reprend un peu aussi l'idée de chaleur, non? Oui, j'aime cette image de la cigarette. D'ailleurs, elle était reprise aussi dans le catalogue de l'exposition. C'était vraiment le fil conducteur de cette exposition. Mais donc, pourquoi la cigarette même? Comme combustion d'énergie et comme un temps et de la matière qui se consomme. Pourquoi tu as pensé à la cigarette? Je crois que la cigarette est un exemple simple de cette disparition de la matière dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Absolument, oui. C'est encore... j'ai visité l'exposition, j'étais assez fasciné. Je sentais d'être dans un autre espace, mais c'était pas évident au début comprendre quelle était, disons, la grande échelle, le grand dessin qui était un peu invisible. Et donc la relation entre une œuvre et l'autre, qui sont des œuvres différentes, mais on peut reconstruire un effet de cause et effet entre les deux. Et c'est, comme vous voyez aussi, les burn paintings, ils suivent des dimensions différentes, du plus petit au plus grand. Et donc c'est aussi ils sont en échelle encore à dessiner cette grande cigarette, et en reprenant cette fantastique série que tu développes depuis quelques années, je pense. Parfois on perd la voix. Oui, tout à fait. Je travaille sur les burn paintings depuis longtemps maintenant. Ça aussi, c'est un jeu sur la matière, avec donc c'est du bois brûlé et son empreinte sur une toile vierge de l'autre côté. Ce sont des diptyques. Très bien. Quel sera le prochain projet? Les sculptures Wi-Fi, n'est-ce pas? Oui, exactement, tout à fait. C'est mon prochain projet d'exposition personnelle à Paris. Alors, il ne faudra pas manquer ça en 2015. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je crois que je voudrais remercier la Galerie Gagosian de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et voilà, remercier ce public qui est présent pour nous écouter. Merci David. Merci à vous, Francesco.